je vois que quand même il y a beaucoup de monde, donc c'est intéressant de voir que la question suscite de l'intérêt. On a assisté quelques jours au dégel des conflits gelés de l'espace post-soviétique, avec des hostilités de plusieurs jours autour du Haut-Karabakh. C'est pas la première fois qu'il y a un dégel, hein, mais rarement de cette importance en termes de degré de violence, et peut-être que dans le contexte actuel, le sens et la portée en sont peut-être un petit peu différents, puisque le contexte géopolitique ces derniers temps a été modifié, mais nos intervenants en parleront, par le conflit ukrainien, la dégradation profonde des relations entre la Russie et les autres pays qui président le groupe de Minsk, la crise des relations entre la Russie et la Turquie également. Donc on a un contexte géopolitique qui probablement complique la lecture des choses. On a eu les accusations mutuelles classiques entre les protagonistes sur qui est à l'origine des provocations initiales. Et puis on a eu évidemment, comme toujours, des opinions et des discussions très variées sur les éléments déclenchants, hein, en gros, à qui profite le crime. Alors, je ne reviens pas sur tout, mais on a parlé de l'Azerbaïdjan qui aurait voulu faire oublier un peu les effets de sa crise économique, la Russie qui soit aurait voulu rappeler son rôle majeur et central dans l'espace ex-soviétique, ou en profiter pour se donner une image de médiateur constructif à un moment où elle a peut-être une mauvaise réputation du fait de la crise en Ukraine. La Turquie aussi aurait pu vouloir mettre en évidence les ambiguïtés de la position russe, qui est alliée de l'Arménie, mais qui vend aussi des armes à l'Azerbaïdjan, même si on voit mal, en l'occurrence, enfin en tout cas c'est mon sentiment, ce que la Russie aurait à gagner dans les conditions qui sont les siennes actuellement à provoquer une crise supplémentaire dans son environnement immédiat. Donc c'était il y a quelques jours, c'est début avril, on a quand même un peu plus de recul maintenant pour décanter tout ça, et pour en parler donc avec le recul nécessaire, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin deux spécialistes de ce conflit, mais qui ont des horizons différents, donc d'où l'intérêt de les mettre ensemble pour cette discussion, avec dans un premier temps M. Jacques Faure, ambassadeur et hautement qualifié pour ancien ambassadeur, pour évoquer ces enjeux, puisqu'il a été coprésident français du groupe de Minsk jusqu'en juin 2014, hein, c'est bien ça. Et puis Gaël Minassian, chercheur associé à la FRS et enseignant à Sciences Po, qui est spécialiste du Caucase, aussi bien des conflits en eux-mêmes que des grandes dynamiques géopolitiques qui suscitent et ou accompagnent ces conflits. Donc chacun de vous deux parlera 20 à 25 minutes, selon une division du travail que vous avez préétablie, que j'ignore, donc je vais vous laisser travailler. En tout cas, merci beaucoup, et merci Monsieur Faure de votre présence ici. Bonjour, je suis heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie de l'invitation, et puis je suis heureux de retrouver quelques visages connus de personnes qui s'intéressent depuis longtemps déjà à ce conflit dit gelé, mais qui n'est pas gelé. Avant de commencer ma brève présentation, trois remarques qui me paraît nécessaire de faire. Madame Facon vient de le rappeler, je ne parle qu'au nom de personne, qu'en mon nom personnel. J'ai quitté mes fonctions en juin 2014 et je n'exprime aucun point de vue officiel. Il y a d'autres personnes qualifiées pour le faire, ce n'est pas moi. Deux, comme toujours dans un conflit, les deux parties, je suis désolé de le dire, mais il faut le rappeler, portent une part de responsabilité dans cette tragédie, dans les pertes humaines et dans l'absence de solution politique. Trois, il y a des propositions de solutions politiques qui sont sur la table des partis. Elles ont été mises par les coprésidents du groupe de Minsk, ceci depuis 2007, avec des versions revues et corrigées en 2009, 2011 et plus près de nous encore. Malheureusement, ces éléments de solution politique paraissent, en tout cas aux États membres du groupe de Minsk et à l'OSCE, qui a créé ce groupe et qui le fait vivre et le soutient, paraissent tout à fait de nature à apporter une paix dont les populations locales qui vivent misérablement ont bien besoin, mais encore une fois, la volonté politique ne se traduit pas au plus haut niveau des États parties concernés, et nous avons donc la poursuite d'accrochage, d'hostilité. Et ce conflit dit gelé, on l'a vu récemment, et on vient peut-être, hélas, de le revoir la nuit dernière, n'est pas si gelé que cela.
Alors, vous aviez donné comme thématique, ceci étant dit, mes remarques étant faites, vous aviez donné comme thématique le Haut-Karabakh, guerre locale ou conflit global. Sans abuser trop de votre temps, bon, j'ai une vingtaine de minutes, ça va. Quelques remarques introductives. Tout d'abord, on traite là d'un conflit ancien déjà, et qui en 88-94 a été de près lié à la chute de l'ex-Union soviétique. C'est un conflit ancien. Si on se lance dans les chronologies, il y a de très bons travaux faits là-dessus. On remonte loin, sans prendre plusieurs siècles. On remonte à la Première Guerre mondiale et à sa fin, avec le démembrement de l'Empire ottoman, la fin de l'Empire tsariste, les débuts de la révolution bolchevique de l'Union soviétique et ce qui a suivi des républiques dites socialistes soviétiques de l'URSS de 1922. Quelques dates, 1918, déjà des troubles. Le 31 mars, à Bakou, il y a des jours de marche, ça s'appelle ainsi, et il y a des massacres d'Azéris. Le 28 mai, toujours de 1918, Azerbaïdjan et Arménie déclarent leur indépendance. Ça sera très temporaire. Le 15 septembre, les Turcs, la décomposition de l'Empire ottoman est en marche, mais ça n'empêche pas le dit empire d'agir. Ils sont à Bakou, et là, il y a des massacres d'Arméniens. 1919, je mentionne pour mémoire en août que la mission militaire britannique qui se trouvait au Karabakh, dans les suites de la Première Guerre mondiale, s'en va. 1920, là nous avons la révolution russe, et le 20 mars, la ville de Choucha, qui était dans l'histoire du Karabakh, alors les uns disent Choucha, les autres disent Chouchi, je prends une terminologie, mais ça ne veut pas dire que je penche d'un côté ou de l'autre, hein, non. Mais la ville de Choucha est saccagée par les Azéris. Le 28 avril, toujours 1920, les bolcheviks sont en Azerbaïdjan. En mai, ils sont au Karabakh. Le 29 novembre, ils sont en Arménie. Et, outre les événements, il y a des déclarations diverses et variées. J'en retiens une. Le dénommé Naïmanov, qui est azerbaïdjanais, déclare le 1er décembre que le Karabakh se trouve en Arménie. Je cite ça, non pas parce que ça prouve que c'est bien vrai, mais que ce sont des éléments qui, dans la longue chronologie, sont invoqués par les uns ou par les autres pour dire « nous avons raison depuis le début ». C'est faux, malheureusement. 1921, il y a une décision importante. Vous savez, le bureau bolchevique pour le Caucase, le CAV bureau dans leur jargon, déclare, lui, que le Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Derrière cette déclaration, on trouve déjà un personnage historique considérable, le dictateur Staline, qui a commencé là, ce qu'il a fait dans beaucoup d'autres régions de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire mélanger, déplacer des minorités et laisser autant de bombes à retardement en le faisant. Il s'occupait, je ne sais pas s'il avait déjà le titre de commissaire aux nationalités, mais c'est à ce titre qu'il avait fait cela. Si on en vient à l'URSS, je rappelle qu'elle est le 30 décembre 1922, elle est créée, enfin proclamée. Et le 7 juillet 1923, il y a une région autonome du Karabakh qui se trouve créée dans ce contexte. Ensuite, Deuxième Guerre mondiale, 48-50, beaucoup d'Azerbaïdjanais sont déportés d'Arménie après la Deuxième Guerre mondiale. On arrive à la chute de l'Union soviétique. Alors, c'est un long processus. Et pendant toute cette période de 1920 jusqu'à la fin de l'Union soviétique, il y a eu beaucoup d'exemples de demandes, de pétitions arméniennes demandant, dans le cadre de l'Union soviétique tant qu'elle existait, et puis en dehors de ce cadre après, mais demandant le rattachement du Haut-Karabakh à la République socialiste soviétique d'Arménie, plusieurs fois. En tout cas, en août 1987, les Arméniens du Karabakh écrivent une pétition à Moscou demandant ce rattachement. Octobre 1987, Haïdar Aliyev, qui était depuis les années 60-70
premier secrétaire du Parti communiste d'Azerbaïdjan, puis promu au bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique, il est limogé du bureau politique, alors qu'il avait été promu en novembre 82. Et le 16 novembre 87, toujours, lors de la visite de Mikhail Gorbatchev à Paris, un de ses conseillers proches, M. Aganbedian, dit aux médias français, pendant cette visite, que pour lui, le Karabakh a sa place en Arménie. 88, en février, le Soviet régional de Stepanakert vote le transfert de l'Arménie, du Karabakh, pardon, à l'Arménie. Et puis ensuite, s'enclenchent des événements sanglants. 27-29 février, Sumgait, près de Bakou, des Arméniens sont massacrés. 15 juin, toujours 88, le Soviet suprême d'Arménie accepte la demande de rattachement du Karabakh. Le 17 juin, évidemment, le Soviet suprême d'Azerbaïdjan refuse cette demande de rattachement. Il y aurait beaucoup d'autres éléments de la chronologie, mais enfin, je vais accélérer un peu. 1988, toujours, 18 juillet, le Soviet suprême de l'Union soviétique refuse ce rattachement du Karabakh et dit que ça reste à la République socialiste d'Azerbaïdjan. Et puis, Gorbatchev nomme en juillet Arkady Volsky comme représentant spécial du bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique au Karabakh. Et en septembre, un régime spécial est introduit au Karabakh. Les Azéris qui y vivent sont expulsés, commencent à être expulsés en novembre. Vous vous souvenez peut-être, pour la pauvre Arménie soviétique, le 7 décembre 88, il y a un terrible tremblement de terre qui met tout par terre. Alors ça ne contribue pas à faciliter les choses pour ce problème du Haut-Karabakh. Le 10 et 11 décembre 1988, Gorbatchev est en Arménie. Il fait quoi? Il fait mettre en prison le comité Karabakh, qui sera libéré en mai 89. Et le 1er décembre, par contre, unification, le Soviet suprême d'Arménie et du Karabakh décide qu'ils vivront ensemble. Un autre élément, un moment important, 91, le 17 mars, Gorbatchev, voulant sauver son Union soviétique de plus en plus déliquescente, a convoqué un référendum pour le maintien de l'Union soviétique. Vous vous souvenez de cela? L'Azerbaïdjan y a participé, l'Arménie a refusé de le faire. Et ensuite, on va voir s'enclencher des combats. Évidemment, il y a eu des massacres d'Arméniens près de Sumgait. Il y a malheureusement une horreur des massacres d'Azerbaïdjanais à Khojaly. Et puis, le siège de Stepanakert et de Choucha. On est en 92, 93, 94. Ce conflit continue, avec des avancées de part et d'autre. Les Azerbaïdjanais ont conquis 50% du Karabakh. Et puis ensuite, contre-offensive arménienne et recul azerbaïdjanais. Finalement, en plus, il y avait des troupes soviétiques qui étaient stationnées dans tous ces endroits, tant que l'Union soviétique existait. Mais quand elle s'est délitée, qu'ont fait leurs chefs? Ils ont vendu leurs armements là où ils se trouvaient. Donc ceux qui se trouvaient côté azerbaïdjanais ont équipé, si j'ose dire, davantage les Azerbaïdjanais. Ceux qui se trouvaient en Arménie ont équipé davantage les Arméniens. Le ministre de la Défense de l'Arménie actuelle, M. Ohanian, il était un capitaine d'une unité qui était basée entre Stepanakert et Choucha. Et voilà, il est resté et maintenant il est ministre de la Défense d'Arménie, etc. Donc je fais ce rappel un peu chronologique pour dire, malheureusement conflit, les deux parties portent une responsabilité. L'Union soviétique déliquescente aussi. Pourquoi? Parce que longtemps, dans ces événements, l'Union soviétique déliquescente a pris le parti de l'Azerbaïdjan, non pas par amour immodéré des Azéris et détestation des Arméniens, au contraire, mais parce que l'Azerbaïdjan avait une position dans cette affaire qui était du côté de la défense et de la préservation de l'unité et de l'existence de l'Union soviétique. Et les Arméniens qui écrivaient pétition sur pétition et qui faisaient des actions militaires pour se rattacher, pour rattacher le Karabakh
à l'Arménie étaient du côté de ceux qui voulaient démanteler l'Union. Ils étaient les séparatistes. Et Moscou a lutté contre ça. Pour ça, quand 90-12, l'armée rouge a été déployée à Bakou, vous avez un paragraphe très intéressant des mémoires de feu le général Lebiev là-dessus. Cette armée qui était censée aller à Bakou pour séparer les communautés qui s'égorgeaient mutuellement, elle n'a pas fait cela. Elle a très vite été assaillie par les Azerbaïdjanais qui étaient furieux de les voir, les empêcher d'être maîtres chez eux. Et l'armée rouge, comme toute armée envoyée en interposition entre des partis en conflit, elle a fait quoi? Elle s'est défendue elle-même, c'est tout. Et il y a un chapitre des mémoires de Lebed qui explique très bien cela, comment il a fait donner ses descentes Niki, ses fusiliers marins, quelques bâtiments de la flotte qui étaient là pour bombarder qui? Côté azéri qui s'en prenait, soi-disant, à l'armée rouge. On arrive dans ces horreurs à un premier cessez-le-feu qui est celui de février 1994, avec l'Arménie qui a enregistré des succès militaires, si je puis dire, le Karabakh et l'Arménie, refaisant reculer les offensives azerbaïdjanaises. Et ce cessez-le-feu tient théoriquement depuis jusqu'à maintenant. Alors, il est très peu respecté. Le nombre de violations observées par mes collègues du groupe de Minsk et moi-même est énorme. Enfin. Et nous en avons tellement vu et entendu que nous ne pouvons plus supporter le type d'explication qu'on entend, hélas, encore maintenant. Mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre. Et moi, j'avais le droit de me défendre. Vous n'allez pas me priver de ce droit. Désolé, ils ont commencé à tour de rôle. Et dans les événements récents, également. Enfin, il y a une partie que je vais signaler qui a commencé, mais l'autre ensuite, elle a conclu aussi un cessez-le-feu, mais de temps en temps, quand il faut, elle fait donner la poudre. Ensuite, le père Ilham Aliyev et un des premiers présidents d'Arménie, M. Kotcharyan, ont été assez proches d'un accord. Ils ont eu notamment une rencontre qu'on voulait tenir secrète à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, cette province azerbaïdjanaise qui est séparée de l'ensemble azéri, mais qui est quand même azerbaïdjanaise. Ils se sont rencontrés à la frontière. Il y avait des éléments de possible entente entre eux. Ça portait sur quoi? Dans le fond, sur un retour sinon de tous, de certains territoires occupés autour du Haut-Karabakh à la souveraineté de l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh restant, lui, arménien et bénéficiant d'un lien à inventer avec l'Arménie. Ça a failli marcher, et puis ça a été contesté, notamment en interne en Arménie, ça a été contesté violemment, puisqu'il y a eu des fusillades, vous vous souvenez, au Parlement arménien, que le premier ministre arménien de l'époque, Vazgen Sarkissian, a été tué dans le Parlement, de même qu'un de ses collègues qui est en séance aussi. Karen Demirjian, voilà. Donc, ils ont été proches d'un moment d'un accord. Ça, je le signale parce que je vous ai dit déjà qu'à mon avis, les éléments d'une solution politique, nous les avons mis sur la table et ils y sont encore. Mais maintenant, pour des raisons de politique intérieure, cette occasion manquée, c'est difficile d'essayer de la reconstituer. On en vient. Peut-être en répondant à des questions, je pourrais détailler davantage ce que le groupe de Minsk et notamment les dirigeants des États membres du groupe de Minsk dans sa composition actuelle, c'est-à-dire Fédération de Russie, États-Unis d'Amérique et France, ont fait en de multiples occasions pour mettre en présence les présidents arméniens et azerbaïdjanais. On a des dizaines de rencontres. Et elles se passent pas mal. Moi, j'ai été témoin de certaines d'entre elles. Franchement, on les laisse ensemble, on leur met des éléments, ils se parlent directement, ils connaissent l'un et l'autre, Ilham Aliyev et Serge Sarkissian maintenant, ils connaissent l'un et l'autre les éléments d'un règlement négocié, politique, intelligent et possible. Ils le savent. Mais ils ne veulent pas les vendre en interne pour des raisons politiques intérieures. Voilà. Alors, conflit ancien, je vous l'ai dit, mais en même temps, revenons à nos moutons actuels, c'est un conflit
qui est survenu dans une région qui est pourtant historiquement connue pour sa population mixte. Quand on remonte plus loin que le XXe siècle, quand on va au moment de l'Empire perse, de l'Empire ottoman, de l'Empire tsariste, il y a toujours eu des populations variées et qui vivaient, je ne dis peut-être pas en très bonne entente, mais qui vivaient côte à côte. Il y a eu les Iraniens, évidemment, des Azéris, des Arméniens, et donc des musulmans et des chrétiens orthodoxes. Ils étaient là. C'était quand même une région connue pour cela. Vous savez ce que veut dire le terme enfin Haut-Karabakh, hein, outre le mot à mot, le Karabakh des montagnes. C'est un mixte de vocabulaire turc et iranien, et ça veut dire le jardin noir. Le jardin noir. Mais ce jardin noir, il était pendant des siècles producteur de choses plutôt intéressantes et positives. Poète, hein, l'influence iranienne, turque aussi, russe, pourquoi pas, arménienne certainement, musicien, artiste. Et c'était un lieu où ces populations cohabitaient. Par exemple, les gens aisés de Bakou fuyaient la chaleur estivale de Bakou en allant dans leurs propriétés à Choucha ou au Haut-Karabakh, la fraîcheur de la montagne, les fruits, les céréales. C'était une terre plutôt agréable. Quand on voit ce que c'est maintenant, c'est un désastre. Hein, il y a des forêts mal entretenues, des infrastructures détruites, une agriculture de subsistance et des gens de part et d'autre qui vivent misérablement. Ils sont dans des villages qui ne sont pas à l'abri du feu de la partie adverse. Ils vivent au milieu d'infrastructures qui sont à peine existantes. Je ne vous décrirai pas le système routier, mais ça tient à l'expédition souvent. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'était une région plutôt, dans le passé, connue pour sa population mixte et une vie plutôt intéressante. Ce conflit a été très meurtrier. Alors, il y a une dispute de chiffres entre 25 000 et 35 000 morts, entre 1 million et 1,5 million de personnes déplacées, presque 1 million du côté des Azerbaïdjanais, entre, je ne sais pas, 400 et 700 000, 800 000 peut-être du côté arménien. Enfin, il y a des tas de gens qui ont perdu leur logement, leur ville d'origine, qui rêvent de pouvoir y retourner, pour certains, les Azéris, mais qui ne peuvent pas le faire, et qui vivent tout à fait difficilement. C'est un conflit pas complètement gelé, j'y reviens. Depuis le cessez-le-feu de 1994, on a empilé les enquêtes sur les violations du cessez-le-feu. Je vous ai dit ce qu'il faut en penser. L'explication, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Il est coupable et moi je suis blanc comme un agneau. Non, ça ne tient pas l'analyse ni la réalité. Et c'est surtout un conflit qui a été terrible, mais producteur d'une nouvelle situation de fait, qui est celle de la séparation ethnique. C'en est fini maintenant de la cohabitation des populations qu'on a connues pendant des siècles et qui se passait pas mal. Maintenant, ceux qui restent comme population au Haut-Karabakh, on estime entre 100 et 150 000 personnes, sont exclusivement d'origine arménienne. Les Azéris ont été chassés, et non seulement chassés, mais les villes qui étaient les leurs sur le territoire du Haut-Karabakh, souvent, je suis désolé de le dire, ont été détruites. Je pourrais vous décrire Agdam. Hein. Il reste à peine la mosquée debout, tout le reste est un champ de ruines autour de la mosquée. Je pourrais vous détruire bien d'autres agglomérations. Je veux dire, c'est une horreur. Et puis, donc on a au Karabakh, uniquement peuplé d'Arméniens, entouré de 7 territoires, qui eux sont azerbaïdjanais, mais qui sont temporairement sous occupation arménienne ou karabatsi. Alors, il y en a 5 qui sont plus près de l'Azerbaïdjan, et 2 qui collent vraiment au Haut-Karabakh, au nord et au sud. Et c'est ça, en fait. C'est là qu'il faudrait trouver une solution. Parce que, dans les éléments que nous avons mis en avant, il est indubitable que ces territoires sont occupés, qu'ils doivent faire retour à la souveraineté de Bakou. Il n'y a pas de doute. Mais on ne dit pas s'ils doivent faire retour tous ou s'ils doivent faire retour peu à peu, comme mesure de confiance, peut-être.
Et en tout cas, le statut final du Haut-Karabakh doit être, lui, déterminé par la libre expression des populations sous forme d'un référendum à organiser un jour. Le pouvoir azerbaïdjanais insiste pour qu'il n'y ait pas de date inscrite pour la tenue de ce référendum dans le prononcé du règlement final. Évidemment, le côté karabatsi et arménien voudra une date tout de suite, et ensuite ils vont se disputer pour la composition du corps électoral, parce que un côté voudra que seulement les habitants actuels du Haut-Karabakh votent, les autres demanderont assez légitimement que ceux qui vivaient au Karabakh et qui en ont été chassés aient aussi voix au chapitre. Voilà un peu les données générales du problème. Enfin. Alors, accélérons un peu, Monsieur Faure. Conflit très meurtrier, je l'ai dit. Conflit à tort appelé gelé. Survenu dans une région pourtant historiquement connue pour sa population mixte, c'est fait. Producteur d'une nouvelle situation de fait, oui, séparation ethnique, malheureusement. On y est. Les événements récents. Alors là, 2 ou 3 points assez clairs, à mon avis. Je peux me tromper, mais enfin. 1, nous avons une relance du conflit qui suit une chronologie qui désigne une partie, et c'est malheureusement l'Azerbaïdjan. Entendons-nous bien, depuis février 1994, je répète, les 2 parties se sont rendues, même les 3 parties, on peut même incriminer les Karabatsis, se sont rendus coupables de ruptures répétées du cessez-le-feu, ok, avec des tirs sur la ligne de contact, mais aussi à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, par le passé. J'y reviens pas. Mais l'action du groupe de Minsk, de 2011 à 2014, a fait baisser le nombre des victimes militaires et civiles le long de la ligne de contact et lors de ces affrontements. Et on est arrivé... Alors évidemment, il y a toujours trop de victimes. Hein. L'idéal, ça serait 0 victime, ça on n'y est jamais parvenu. Mais en 2013, on avait fait tomber le chiffre à 12 pour l'année. Malheureusement, c'est reparti en sens inverse depuis lors. 2014-2015 ont vu une accélération du nombre des incidents violents et donc des victimes, 16 puis davantage. Et là, ce qui vient de se passer à partir du 1er avril jusqu'au 5 avril de cette année en a multiplié le nombre. Même si les communiqués de part et d'autre sont mensongers en admettant peu de victimes ou moins de victimes qu'il n'y en a réellement, 92 du côté arménien, 32, dit-on, du côté azéri. Nous, on arrive hélas au décompte macabre. Il y a plus de 100 à 120 victimes de chaque côté. Et ce n'est pas fini, puisqu'il y a encore eu, la nuit dernière, semble-t-il, affrontements et tirs, etc. Donc cette escalade, elle indique quoi? Elle indique d'abord une nouvelle échelle des moyens utilisés. Et c'est inquiétant. Les violations précédentes, c'était, bon, pas dire que c'était bien, mais ça se faisait au moyen d'armes individuelles, et notamment en utilisant des tireurs embusqués, vous savez, les soi-disant snipers, équipés d'armes absolument effrayantes. Vous voyez ces fusils à longue portée, ça vous tue un homme à 4 km. Hein, et ça fait, hélas, mouche. Mais là, on est passé à une nouvelle échelle. Les moyens utilisés sont des moyens lourds. On l'avait déjà constaté en 2014, surtout 2015, où l'artillerie, les mortiers et des chars étaient revenus. Mais là, on a utilisé chars d'assaut, notamment des T-90 du côté azerbaïdjanais. On a utilisé des batteries de missiles sol-sol, le système Smerch des Russes. Hein. Vous êtes militaire, vous savez bien que ça fait du mal et que ça a une longue portée. C'est du 90 km ou même plus, peut-être. On a vu en action des énormes lance-flammes, les TOS-1A, des hélicoptères de combat et, nouveauté côté israélien, des drones kamikazes, le drone israélien Arop. Il ne porte pas d'armes embarquées, mais il va s'écraser et il fait du dégât sur la cible qui lui est désignée. Donc, échelle de moyens considérablement renforcée. C'est inquiétant. Les postures des 2 armées, là aussi, il faut voir le terrain. Ces offensives n'ont pas pu se préparer en quelques jours. Non,
ça demande un investissement long. C'est le cas de l'armée azerbaïdjanaise, dont la dotation, le budget azerbaïdjanais de la défense dépasse le budget total de l'État arménien et du Karabakh. Et l'Azerbaïdjan achète des armes à qui veut lui en vendre, en particulier à la Fédération de Russie, qui lui a fourni pour au moins 4 milliards d'armements lourds au cours des années passées. Alors, hélicoptères de combat, j'ai volé dans ces engins, c'est absolument effrayant. Hein. Du Mi-8 à plus, si affinité. Des chars, j'ai déjà mentionné les T-90, des canons, etc., etc. Mais ils achètent aux Israéliens aussi. Alors, par parenthèse, Bakou est un très bon fournisseur d'énergie pour Israël. Hein. Donc, voilà. Ils achètent également aux Turcs, où là, non seulement les armes individuelles, mais peut-être maintenant des batteries, des mortiers, etc. Et les Turquies est en plus derrière l'Azerbaïdjan pour former les personnels qui doivent servir ces nouveaux matériels, former les commandos et les tireurs d'élite, ça sûrement, et plus peut-être. L'armée arméno-karabatsi, elle, là aussi, ça ne se fait pas en une nuit. Elle est sur les hauteurs, le long de la ligne de contact, alors que les Azéris sont plutôt dans la plaine, ce qui est un peu plus difficile. Mais les arméno-karabatsi ont une défense qui repose sur un maillon, un réseau de tranchées fortifiées et de bunkers. C'est un paysage qui, pour nous, Français, rappelle ce qui a existé entre l'Aisne et la mer du Nord entre 16 et 18. C'est ça. Les forces en présence, peut-être un rappel rapide quand même. Là, il y a une disproportion. Comme d'ailleurs, il y a une disproportion démographique. La population azerbaïdjanaise, c'est 9 millions d'individus. La population arménienne et karabatsi, ça tourne autour de 3 millions, malheureusement. Même l'agence statistique d'Arménie fait état de pertes de population chaque année. 80 000 personnes auraient quitté l'Arménie il y a un an. Temporairement ou définitivement, on ne sait pas, mais c'est un chiffre en baisse. Cet élément est important dans le pari que font les autorités azerbaïdjanaises. Ils se disent que cette démographie forte qu'ils ont face à la démographie inexistante ou en régression de l'autre côté leur confère sur le long terme la victoire, un avantage et peut-être la victoire, un élément du calcul. Donc, Azerbaïdjan, ils ont 103 000 militaires, 600 chars et environ 80 avions de chasse. Le Haut-Karabakh déclare disposer de 20 000 militaires, 316 chars, 2 avions de chasse. Où ils sont? Probablement sur l'aéroport de Stepanakert, mais on ne les voit pas. On ne voit que des hélicoptères arriver là. L'Arménie dit avoir 60 000 militaires, 112 chars d'assaut, 31 avions de combat. Et il faut intégrer dans cet état des forces en présence quand même la Fédération de Russie, qui a un accord de défense avec l'Arménie, qui dispose d'une base très importante à Goumri, sur le territoire arménien, base qui abriterait entre 5 et 9 000 militaires, selon les époques, 180 chars d'assaut et 18 avions de chasse modernes, ceux-ci, et visibles, très visibles. Ils font des manœuvres, on les entend tourner au-dessus d'Erevan, et parfois ils vont plus loin, plus haut. Bon, les événements récents, ils ont aussi étendu la géographie du conflit à l'ensemble de la ligne de contact. Souvent, dans les années passées, les incidents, c'était ou au nord, ou au sud, ou au centre, mais pas simultanément. Là, il y a eu 3 ou 4 tentatives d'offensive terrestre fortes, au nord, au centre et au sud. Mais les Azéris ont scrupuleusement évité de toucher à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, alors qu'ils l'ont fait par le passé. Pourquoi ont-ils évité cela? À cause de l'accord de défense arméno-russe, d'une part, et à cause de l'appartenance de l'Arménie à l'Organisation pour le traité de sécurité collective, qui a une clause prévoyant qu'en cas d'attaque contre un de ses membres, il doit y avoir concertation pour une réponse collective éventuelle des autres États de l'OTSC. C'est théorique, c'est sur le papier, parce que pendant ces événements, et un peu avant,
on a enregistré quand même 2 réactions négatives ou dubitatives importantes de membres de l'OTSC, le Kazakhstan et le Bélarus. On fait savoir qu'ils ne voulaient pas être entraînés, malgré eux, dans des conflits qui n'étaient pas les leurs. Donc ces événements récents ont produit une nouvelle situation sur le terrain et une nouvelle situation politiquement. Sur le terrain, c'est la première fois depuis 1994, donc depuis la, entre guillemets, défaite de l'Azerbaïdjan, que ces troupes enregistrent une petite mais une réelle avancée, victoire. Hein. La ligne de contact n'avait pas bougé depuis 1994. Elle est modifiée en 3 endroits. Hein, au nord, au centre et au sud. Vous le montrerez sur la carte. Elle est modifiée, bon, pas considérablement, mais elle a bougé. Toutes les offensives passées avaient été repoussées, et assez violemment. Là, il a fallu s'employer pour les arrêter, mais pas tout à fait les repousser. Nous avions, nous, groupe de Minsk, en juin 2012, hein, début juin, désamorcé une tentative de reprise des hostilités, voulue par l'Azerbaïdjan aussi, profitant de l'arrivée nocturne de Mme Hillary Clinton, secrétaire d'État des États-Unis, à Yerevan. Il y avait eu, comme par hasard, juste avant son arrivée, quelques heures avant, tentative de pénétration terrestre. Et on avait, puissamment aidé par la présence de la secrétaire d'État, évidemment, mais on avait quand même fait le go-between entre Bakou, Yerevan, Stepanakert, et proposé une solution d'arrêt qui avait été acceptée et mise en œuvre. Et là, le 5 avril, à Moscou, à 12h, le chef d'état-major de la Fédération des armées de la Fédération de Russie, qui avait convoqué la veille au soir par téléphone ses homologues d'Azerbaïdjan et d'Arménie, leur a fait conclure un cessez-le-feu. C'est ce cessez-le-feu qui est encore en vigueur et violé assez... Oui, encore en vigueur, oui, il n'est pas dénoncé, mais il est violé. Et de part et d'autre, je l'ai déjà dit. Donc, l'avancée azerbaïdjanaise, c'est en 3 endroits. Hein. Au nord, Talish vers Mardakert, au centre, Martouni, et au sud, Horadiz. Moralement et politiquement, c'est important aussi, ce changement. C'est la première victoire depuis 1994. Ça explique une atmosphère assez triomphaliste et hautement patriotique ou nationaliste relevée maintenant à Bakou, mais aussi d'ailleurs à Stepanakert et à Yerevan, mais pour des raisons différentes. À Bakou, cette relance du patriotisme, c'est bon pour le pouvoir azéri, qui est en but à des difficultés économiques. Il a la baisse de la rente énergétique considérable. Il a aussi des difficultés sociales et politiques parce qu'il a une partie de sa population déplacée, mais de son armée aussi, qu'on dote en matériel et qui se dit bah alors on s'en sert quand, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il dit mais pourquoi on n'a pas encore libéré les territoires occupés? Donc là c'est un bon point pour eux, mais dans une situation délicate. Côté arménien, évidemment, c'est aussi monté nationalisme, mais pour des raisons différentes, et qui tiennent aussi à leur attitude d'ensemble dans ce conflit. Eux, ils sont pour la préservation du statu quo, qui les arrange. Ils ont conquis des territoires, ils veulent les garder, en tout cas le Haut-Karabakh, et ils disent nous sommes pour les éléments de solution politique mis sur la table par le groupe de Minsk, mais c'est Bakou qui les refuse. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais voilà leur argumentaire. Ces événements, autres conséquences, ont amené quand même une intervention assez forte de Moscou. Alors je ne reviens pas sur le rôle du chef d'état-major des armées, mais il y a aussi quand même de l'agitation des politiques. Le Premier ministre russe Medvedev s'est rendu à Yerevan le 8 avril. C'était dans la foulée de ces événements. L'objet initial de sa venue, c'était pour revoir ce qu'on pouvait faire pour préparer le report demandé par les Kazakhs, par le Premier ministre kazakh, de la réunion des premiers ministres de l'Union économique eurasiatique qui était prévue le 8 avril à Yerevan, mais le Kazakh a dit dans ces conditions, nous ne venons pas, il faut aller trouver une nouvelle date. Ils ont trouvé le 20 mai et ça sera Yerevan de nouveau. Medvedev a vu Bakou aussi par la même occasion, en dehors de ce contexte.
Poutine, lui, le 14 avril, a tenu sa conférence télévisée annuelle et il a quand même consacré une partie de son intervention au Karabakh sur le mode halte là et calmez-vous, exactement. Le secrétaire général de l'OTSC, M. Bordiouja, et les chefs d'état-major des forces armées de l'OTSC se sont rendus à Yerevan. Et le 15 avril, enfin, à Yerevan, il y a eu une session du comité militaire de l'OTSC au niveau des délégations d'état-major. Un petit nota bene, le 13 avril à Yerevan, il y a eu une réunion des ministres de l'énergie russes, iraniens, arméniens et vice-ministres de l'énergie géorgiens qui ont signé une feuille de route pour alors je cite, un corridor énergétique nord-sud, capacité 1000 MW, à mettre en œuvre d'ici 2019. C'est assez souligné aussi qu'il y a une dimension économique à ce conflit. L'Arménie est enclavée, elle ne reçoit pas beaucoup d'énergie, et il y a en plus un blocus turc qui découle du fait que Ankara prend le parti de Bakou dans ce conflit du Haut-Karabakh, donc c'est tout à fait... Je termine avec l'action du groupe de Minsk rapidement. Mes chers collègues ne sont pas restés inactifs. Le 6 avril, ils ont pu reprendre contact à Bakou. C'est important parce que depuis février de cette année, le président azerbaïdjanais refusait de les voir. Motif pris du communiqué que les coprésidents avaient dû publier en février pour dénoncer des projets de résolution à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui étaient tout à fait déséquilibrés et pro-azéri. Alors il y a eu un projet qui a été quand même adopté, il n'était pas trop déséquilibré. Les Azéris se plaignaient de confiscation des réserves d'eau, ça il a été passé au Haut-Karabakh. Par contre, il y avait une résolution pro-azéri et anti-groupe de Minsk, elles ont été mises de côté, mais Bakou s'était offusqué de la réaction des coprésidents du groupe de Minsk. Le 7 avril, ils sont allés à Stepanakert, et le 8 avril, ils étaient à Yerevan. Ils retourneront bientôt dans la région. Ils se sont exprimés pour dire qu'ils étaient là, comme d'habitude, pour aider les partis à stabiliser la situation et prendre des mesures pour éviter la répétition des hostilités. Ils ont annoncé que les partis avaient l'intention de maintenir le cessez-le-feu convenu le 5 avril à Moscou. Le coprésident russe a démenti l'existence d'un plan Lavrov, c'est intéressant, on peut quand même en douter. Moscou a quand même le plus fort levier pour la solution de ce conflit et s'en sert. Et ils ont rappelé, à juste titre, que les principes de base du règlement qu'ils avaient mis au point demeuraient sur la table, c'est-à-dire les 3 principes du droit international public, non-recours à la force, droit des peuples à l'autodétermination, intangibilité des frontières, enfin respect des frontières internationalement reconnues, et les 6 éléments, mécanismes de détermination du statut du Haut-Karabakh, retour des territoires occupés à la souveraineté de Bakou, retour des réfugiés, mission internationale de maintien de la paix et corridor liant le Haut-Karabakh à l'Arménie, ça restait valable, et que le format du groupe de Minsk était maintenu. Je le dis parce que ces événements ont encore fourni une occasion de contester ce format et de dire il faut le changer, c'est parce qu'il y a ce format qu'on ne réussit pas. Ce qui est faux, mais on ne peut pas empêcher la revendication. Enfin, si on va côté les conséquences, alors là l'optimisme n'est pas de mise. Côté azerbaïdjanais, ma foi, leur position de principe, mécontentement des négociations conduites sous l'égide du groupe de Minsk, parce que peu productifs de résultats, ça reste valable. Propagande nationaliste, on continue. Le drapeau azerbaïdjanais flottera de nouveau sur Kankendi. Utilisation de cette situation pour maintenir la cohésion du pays autour d'un régime qui est quand même autoritaire et qui est dans une situation économique difficile déjà décrite. Et ils vont exploiter à fond ce succès, ça c'est évident, le premier depuis 1994, pour effacer le sentiment de défaite qui est très fort dans l'armée azerbaïdjanaise. Je me souviens des contacts avec leurs officiers et leurs soldats, ils avaient une revanche à prendre, un peu l'Alsace-Lorraine, entre guillemets. Et il faut aussi maintenir le contrôle d'une armée qui est quand même
aux ordres du politique, mais qui est fortement dotée, donc assez puissante. Et puis aussi, il y a quelques cercles proches du pouvoir azerbaïdjanais qui sont assez critiques, même s'ils ne le sont pas publiquement, mais qui disent à Ilham Aliyev, mais qu'as-tu fait pour libérer nos territoires? Tu le promets, tu ne tiens pas, etc., etc. Et il y a un certain nombre de gens proches de lui qui ont quand même des liens directs avec Moscou et qui ne tiennent pas à les sacrifier. Enfin, il y a une modification de la situation sur le terrain, j'y reviens pas, je l'ai dit, mais c'est un point important. Et il y a surtout aussi un élément, non pas nouveau, mais accentué, c'est l'incitation turque. Parce qu'il y a la déclaration de M. Erdogan, le président turc, qui soutient, je cite, l'Azerbaïdjan jusqu'au bout. Et ça, dans le contexte d'une dégradation des relations russo-turques autour de la guerre en Irak et surtout en Syrie, avec incidents aériens, etc., il y a des manœuvres un petit peu dangereuses aériennes autour du Karabakh maintenant, autour de la Syrie, et même une fois un hélicoptère turc qui s'est un peu égaré en direction de la base russe de Goumri. Donc voilà. Donc ces raisons sont durables du côté azéri. Côté arménien et karabatsi, les raisons sont durables aussi. Défense du statu quo, nous acceptons toutes les propositions, mais ce sont les autres qui ne veulent pas. Oui. Donc la conclusion, je disais, c'est pas très optimiste. On en est à paix improbable, parce que les violations du cessez-le-feu obtenu à Moscou continuent. On est également face à un conflit prolongé, oui, ça malheureusement, et, élément nouveau et inquiétant, conflit qui gagne une dimension régionale nouvelle et plus importante, implication de la Turquie notamment. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette très riche présentation et puis qui, entre autres mérites, a eu celui de nous resituer les choses dans le temps long et qui montre bien quel type de blocage font obstacle à la résolution de ce conflit. Alors, je ne sais pas ce que Gaëtz nous réserve, mais je lui laisse la parole pour une vingtaine de minutes et de toute façon, on a quand même du temps, donc profitons-en. Bonjour. Merci Isabelle, merci Monsieur l'ambassadeur. Non, je vais pas rajouter grand-chose, juste en creux dans les plis de la contribution de Monsieur Faure, donc quelques éléments supplémentaires. Sur les origines du conflit, on a, chercheurs, analystes, on a la difficulté de déterminer, de définir ce conflit. S'agit-il d'un conflit infra-étatique entre le Karabakh et l'Azerbaïdjan, ou s'agit-il d'un conflit classique interétatique? Et là, on n'est plus du tout dans la même échelle. Si on est dans un conflit infra-étatique, comme le voudraient les Arméniens, il s'agit d'un problème de décolonisation, etc. Et si on est dans un conflit interétatique, comme le voudrait l'Azerbaïdjan, eh bien automatiquement, il y a une sorte de solidarité entre États pour préserver d'un côté l'intégrité territoriale et du côté arménien le droit à l'autodétermination. Parce que, outre la nature du conflit, il y a aussi cette contradiction des normes du droit entre l'autodétermination et l'intégrité territoriale. Et quand on sait que la moitié de la planète qui est constituée d'États, ce sont des États qui se sont autodéterminés, l'un a autant de force que l'autre en termes d'arguments. Le deuxième point qui me semble important aussi et qui date des origines du conflit, enfin quelques années après la chute de l'Union soviétique, ce sont ces fameuses 4 résolutions du Conseil de sécurité, 822, 853, 874, 884. Pourquoi elles sont importantes? Parce qu'effectivement, l'Azerbaïdjan met en avant ces résolutions en disant, voilà, le Conseil de sécurité parle de retrait sans condition des territoires pris par les forces arméniennes. Et donc, Aliyev père déjà disait, je me souviens d'un discours au Parlement azerbaïdjanais, il disait je vais voir sans cesse Clinton, Chirac et Eltsine, et je n'arrive pas à faire avancer le dossier autour de ces 4 résolutions, et je vais vous dire pourquoi. Parce que le fils Aliyev, lui, se met en avant aussi ces résolutions et ne veut pas en démordre. Or, il y a une contradiction fondamentale dans ces résolutions. C'est que l'Arménie n'est pas citée. Elle est citée qu'une seule fois. J'ai les résolutions ici, je peux vous les faire passer, vous verrez. Elle est citée qu'une seule fois. On demande à l'Arménie, en tant qu'actrice, d'user de son rôle
d'influence auprès des autorités du Karabakh. C'est tout. Et l'influence, ça peut être soit je vais à la table des négociations, soit je prends le téléphone et je dis à Stepanakert de se calmer. Voilà comment on parle des acteurs dans les résolutions. Les forces arméniennes locales. Ensuite, on parle des parties concernées, toutes les parties. À nouveau, les parties concernées, les forces d'occupation, etc. Jamais on dit l'armée d'Arménie ou la République d'Arménie. Et donc l'Arménie, elle, considère autour de ces résolutions que finalement, ce sont plus des résolutions d'accompagnement d'un cessez-le-feu, plus que de résolution d'un conflit, puisque c'est l'ONU qui a chargé l'OSCE de rétablir la paix dans la région. Alors, à partir du moment où les résolutions du Conseil de sécurité sont à ce point contradictoires ou mal fichues, eh bien forcément, on a un souci en termes de mode opératoire et d'application. Et l'Arménie, au départ, Monsieur l'ambassadeur a parlé de la mise en place du groupe de Minsk, au départ, les autorités du Haut-Karabakh font partie des négociations. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eux-mêmes signé, les autorités elles-mêmes ont signé le cessez-le-feu en 93 et 94. Il y en a eu un en 93 et après en 94. Et un autre en 95. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Arménie, au départ, c'était Levon Ter-Petrosyan, le président. Il a mis en avant les autorités du Karabakh, mais en 96, au sommet de Lisbonne, eh bien, il y a eu un revirement de la Russie pour embêter la Russie qui était en train de plus en plus contester le pouvoir d'Eltsine et pour contester le pouvoir de Ter-Petrosyan, a fait en sorte de lâcher l'Arménie et notamment, ça s'est traduit par une perte d'influence de l'Arménie sur le Karabakh et forcément, le Karabakh s'est retrouvé en retrait, est arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre le président du Karabakh, Kocharyan, Premier ministre d'Arménie, président donc, du Karabakh. Les Karabakhtis se sont dit, bon, ben maintenant que notre président est devenu Premier ministre d'Arménie, notre cause est entendue, donc on n'a plus besoin d'être partie prenante des négociations. Et donc petit à petit, Kocharyan a effectivement écarté les autorités du Karabakh de la table des négociations. Maintenant, Serge Sarkissian voudrait faire en sorte que les autorités du Karabakh reviennent dans le jeu, même selon les principes de Madrid, même le groupe de Minsk le dit, tôt ou tard, il va falloir que les autorités du Karabakh reviennent à la table des négociations. Mais Bakou ne veut pas en entendre parler, et sauf à condition de voir aussi autour de la table les représentants de la communauté azérie du Haut-Karabakh. Mais sinon, s'il s'agit uniquement des autorités du Karabakh, ça, il ne veut pas en entendre parler. Récemment, et ce qui explique aussi le regain de tension, là, pas de début avril, mais là, depuis quelques jours, depuis 2-3 jours, notamment cette nuit et ce matin, les combats continuent. Le 14 avril de cette année, l'Azerbaïdjan a déposé auprès du secrétaire général de l'ONU, très important, une demande d'annulation du cessez-le-feu de 1994. C'est-à-dire que pour Bakou, ce cessez-le-feu, et c'est explique peut-être la volonté d'en découdre début avril dans ce qu'on appelle maintenant la guerre des 4 jours, c'est de casser le processus de paix, de casser l'accord de mai 1994 pour justement revenir à une situation où l'Azerbaïdjan serait en position meilleure, du moins. Et le problème, c'est que sur le terrain, eh bien, ça ne s'arrange pas. Moi, je ne partage pas l'idée qu'avec tant de moyens dont a parlé monsieur l'ambassadeur, on est arrivé à si peu de résultats. Alors c'est peut-être symbolique, mais franchement, des hélicoptères, des chars, du Smerch, du TOS, des drones, etc., pour prendre 8 positions dans la nuit du 1er au 2, en perdre 5 le 3, et aujourd'hui, ce matin, d'après ce que disent les sources azéries sur les réseaux sociaux, en perdre encore une. Donc franchement, avec tant de moyens pour si peu de résultats, moi je me pose des questions, je ne suis pas militaire, mais c'est vous êtes certains militaires, vous pouvez me dire si effectivement ça vaut le coup ou pas d'utiliser tant de moyens pour si peu de résultats. Donc ça c'est important de le rappeler. Je ne reviendrai pas sur les territoires, sur les principes de Madrid. Je ne reviendrai pas non plus sur l'aspect démographique du conflit, sauf que j'ajoute un point, et je l'ai su hier, je ne le savais pas, c'est un Azéri, un spécialiste azerbaïdjanais qui vit aux États-Unis, qui a écrit un article dans
Harvard International, la revue, où il annonce que sur les 9 millions d'habitants en Azerbaïdjan, il y en a 3 millions qui ont fui l'Azerbaïdjan et qui travaillent et qui vivent à Moscou ou ailleurs en ex-URSS. Ça me pose aussi un problème, même si ça reste toujours plus important en termes de démographie par rapport à l'Arménie. Je ne reviendrai pas aussi sur l'offensive. Monsieur l'ambassadeur l'a décrite, donc ça ne sert à rien de revenir sur qui a commencé ou pas, même si je pense que sur ce coup-là, je dis bien, l'Arménie n'avait aucun intérêt à relancer une offensive. C'est-à-dire, c'était plutôt l'Azerbaïdjan, et tout porte à croire, d'après ce qu'on a comme information aujourd'hui, parce que petit à petit, les sites azéris se mettent de plus en plus à parler, réseaux sociaux et compagnie, il semblerait effectivement que, et d'après les documents qui ont été aussi trouvés dans l'hélicoptère qui a été détruit, abattu par les forces arméniennes. Donc l'armée arménienne a récupéré des documents et il s'avère que cet hélicoptère était en mission avait pour mission de quitter sa base 10 jours avant l'offensive, et il y avait donc une sorte de feuille de route, et donc pour montrer que l'opération était bien programmée. Ça, mis à part. Alors sur les enjeux, je dirais, globaux, on a parlé de la Turquie, on a parlé de la Russie, on n'a pas trop parlé de l'Iran, mais je vais revenir sur la Russie et l'Iran. Sur la Russie, la vraie question qui se pose aujourd'hui, à mon avis, pour la Russie, c'est la suivante, c'est comment faire en sorte d'écarter la Turquie de toute ingérence dans le Caucase du Sud. La Turquie est en bonne relation avec l'Azerbaïdjan, inutile de revenir. La Turquie vient de déclarer, alors que Ankara était plutôt réservé dans le dossier géorgien, par rapport à l'OTAN, la Turquie vient de déclarer par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Çavuşoğlu, que Ankara allait soutenir fortement la demande d'adhésion de la Géorgie à l'OTAN au prochain sommet qui aura lieu à Varsovie. Donc c'est un changement dans la position de la Turquie. Et c'est une manière aussi de montrer que la Turquie a une politique régionale, et le seul verrou, c'est le verrou arménien avec le Karabakh. Et du côté russe, je reviens sur le côté russe, à partir du moment où on veut absolument éviter la présence turque dans la région, se posent trois conditions à mes yeux. La première, c'est peut-être la plus positive et pour la paix, c'est de débloquer la situation dans les négociations et pour parvenir à une sorte de compromis. Alors je mets tous les guillemets qu'il faut parce que c'est difficile de parler de compromis dans cette région, mais disons quelque chose qui serait de l'ordre d'un déblocage politique, pacifique, essayer de faire en sorte que les lignes bougent, qu'on avance un petit peu. La deuxième, à mon avis, dynamique qui s'offre à la Russie, c'est de faire payer à la Turquie, mais pas dans le Caucase, mais de faire payer à la Turquie ce coup de sang d'Erdogan et de Davutoglu, qui, je rappelle, a dit qu'on soutiendrait nos frères azéris jusqu'à l'apocalypse. Ça en va encore plus loin que le jusqu'au bout, enfin, c'est dans le même ordre d'idée. Et puis, la troisième hypothèse, c'est de faire payer à l'Azerbaïdjan et à la Turquie, mais en frappant donc un petit peu Bakou. Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt la première ou la deuxième, pas trop la troisième. Encore que, on ne sait jamais, parce que, monsieur l'ambassadeur en a parlé, il y a un volet énergétique dans cette affaire, et vous savez que le TANAP, le fameux pipeline qui traverserait le Caucase et qui viendrait alimenter nos marchés en Europe, eh bien, serait inauguré en 2018, et ça, les Russes sont un petit peu mécontents. Du côté iranien, maintenant qu'il y a eu un accord international du 14 juillet 2015 donc, à propos donc, du nucléaire iranien, eh bien, l'Iran cherche des débouchés, et l'Iran ne peut pas passer par le sud, c'est trop loin, pour alimenter nos marchés, c'est trop loin et trop coûteux. C'est impossible de passer par l'Irak et la Syrie pour des raisons que vous pouvez deviner. C'est difficile de passer par la Turquie parce qu'il y a des histoires de rivalité de puissance régionale. Il reste le Caucase. Et là, il y a un projet avec effectivement l'Azerbaïdjan et la Russie, mais les Iraniens se méfient donc de l'Azerbaïdjan et aimeraient bien favoriser le couloir Arménie-Géorgie. Donc ça pose deux problèmes. Comment les Russes vont accepter cette hypothèse et comment les Géorgiens, face à la Russie, vont pouvoir traiter
cette question. Et les États-Unis et l'Europe, nous-mêmes, donc, on serait plutôt tenté de dire bon, bah, tant mieux qu'il y ait un maximum de pipes dans la région, mais surtout, on serait plutôt intéressé par le corridor Arménie, Géorgie et Mer Noire, pour des raisons évidentes. D'abord, pour les Géorgiens, eux, ne veulent pas trop dépendre. Ils dépendaient avant à fond de la Russie. Maintenant, ils ne veulent pas dépendre 100% de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Et donc, ça leur permettrait aussi de retrouver ce statut de pivot régional qui est important pour la Géorgie. Et en même temps, pour les Occidentaux, ça permettrait aussi à un petit peu détacher l'Arménie de la Russie dans la région. Et voilà. Ensuite, je vais finir par un petit point parce que je pense que M. l'ambassadeur a dit énormément de choses. 2 petits points. Le premier sur l'armement de l'Azerbaïdjan. Alors, il n'y a pas que de l'armement russe, il n'y a pas que de l'armement turc. Alors, la liste est longue. Hein. Pakistan, Afrique du Sud, Israël, donc on l'a dit, États-Unis un petit peu, et aussi donc Biélorusse, Kazakhstan, Ukraine, Pakistan, je l'ai dit. Je pense aussi qu'il faut rajouter la France. La France a vendu 2 satellites militaires d'observation. Et ça, en Arménie, ça passe pas. Et il faudra s'attendre à d'autres manifestations d'ici là. Ensuite, le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est l'interview que Serge Sarkissian a accordée à Bloomberg il y a 2 jours, où il dit on n'est pas obligé de négocier. Le déploiement d'une force d'observation, c'est pas pour maintenant, c'est pas la priorité. Et ça me fait penser à quelque chose qui ressemblerait un peu à un processus Corée du Nord, Corée du Sud, c'est-à-dire juste un cessez-le-feu, et encore, on tient un cessez-le-feu de 1994 du côté d'Erevan. On ne parle pas de cessez-le-feu à Erevan pour la fin de la guerre des 4 jours, on parle de trêve. On ne refuse le mot cessez-le-feu, tout simplement en disant que ce n'est pas défini, c'est juste annoncé. Ils veulent rester sur le modèle de 1994 et ne pas entendre autre chose. Et donc, quand je dis modèle nord-coréen, sud-coréen, c'est-à-dire juste un cessez-le-feu, beaucoup d'intimidation, et de temps en temps, on se met à se parler, et puis de temps en temps, on arrête, on fait des essais balistiques, etc. Mais bon, là, ce n'est pas le cas, mais ce serait plutôt un froid, un gel. Du côté de l'Azerbaïdjan, c'est un ras-le-bol du statu quo, alors que tous les conflits sont soit en train de se régler, soit en train de bouger, mais le seul qui ne bougerait pas, c'est le conflit arméno-azéri. Donc on veut faire bouger les lignes. Effectivement, le facteur interne de crise sociale économique, quand on voit les réseaux sociaux en Azerbaïdjan, ça commence vraiment à crier, notamment un des leaders de l'opposition donc, en Azerbaïdjan qui dit à Aliyev tout ça pour ça. Tout ça, tant de dépenses, tant de morts, parce qu'on annonce officiellement une 50aine de morts, mais sur les réseaux sociaux, on en est déjà à plus de 100 morts du côté azéri. Et d'après des sources azerbaïdjanaises et américaines, on serait entre 300 et 400 morts du côté azéri pour la guerre des 4 jours. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, à vérifier bien entendu, mais quand même, récemment, il y a eu une cérémonie pour... le soldat inconnu, on a enterré plein de cadavres, on ne connaît pas l'identité des corps et les familles demandent et il n'y a pas de réponse. Donc c'est quelque chose qui est assez sensible du côté de l'Azerbaïdjan. Et voilà ce que je voulais vous dire en creux donc de la contribution de Monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci Gaëtz. Donc je vous invite maintenant à poser vos questions. Alors soit vous... Oui, pardon. Allez-y. Pardon. Pas monopoliser, mais merci beaucoup. Hein. On s'était réparti un peu le travail de présentation. Je voudrais revenir sur 2 points. D'abord, le retour que vous avez évoqué, le retour des Karabatsi à la table de négociation. Oui. C'est exactement l'obstacle que vous avez mentionné, Monsieur Aliyev est fondé à dire si vous introduisez cette 3e partie, moi j'en ai une 4e, c'est les représentants de mon million de personnes déplacées et il faut comprendre la validité de son argument. L'autre point, c'est vrai que le 14 avril, l'ambassadeur représentant permanent de l'Azerbaïdjan près l'OSCE à Vienne a
envoyé une note par laquelle son pays déclare caduc, voilà, je cite, caduc, l'accord de cessez-le-feu de février 1994. De mai. Février. Ah bon, bon, caduc, c'est surtout ça qui est important, plus que la date. Ce à quoi l'OSCE et ses États membres, sauf évidemment l'Azerbaïdjan, ont immédiatement répondu que pas question, il n'est pas du tout caduc. Pour nous, cet accord de cessez-le-feu demeure valable et doit être respecté. Bon. Voilà ce que je voulais préciser. Un point vous et moi, on a un peu omis d'évoquer dans les conséquences de ces événements, c'est un petit point quid en Arménie et au Karabakh de la confiance accordée à l'alliance russe. Oui, c'est ça. Il y a deux éléments de doute pour la partie arménienne et karabatsy. Premièrement, ils sont persuadés, à tort ou à raison, je ne peux pas en juger, mais ils sont persuadés que les moyens d'observation et de renseignement russes les avaient mis au courant des préparatifs de l'offensive azerbaïdjanaise. Or, ils n'en ont pas informé ni Yerevan, ni Stepanakert par avance. C'est le premier élément de doute. Et ça, quand même si ce n'est pas mis sur la place publique très fréquemment, ça ressort dans les déclarations officielles. Moi, j'ai en mémoire, avant Bloomberg, le même président Serge Sarkissian à la Deutsche Welle, habilement critique de son allié russe en disant « Nous nous battons avec des armements des années 80 ». Et là, il y a une demande arménienne très pressante pour que les 60 T-90, les Schmersch, les hélicoptères, les mortiers et peut-être les lance-flammes aussi, que l'Arménie a commandé pour environ 220 millions de dollars, alors que l'Azerbaïdjan en a acheté pour 4 milliards, mais bon, soit livrés rapidement. Or, il ne l'était pas. Donc, il y avait un déséquilibre sur le terrain. Ça n'aura probablement pas de conséquences dans l'attitude de fidélité des autorités arméniennes à l'alliance avec Moscou, mais ça suscite quelques remous dans la population. Il y a eu de petites manifestations hostiles devant l'ambassade de la Fédération de Russie à Yerevan. C'est suffisamment rare pour être mentionné. Voilà. Pardon. Voilà. Juste un petit point, juste un petit point par rapport à la Russie. Ce que cette guerre des 4 jours dit pour la Russie, c'est finalement quel crédit accorder à une alliance. Qu'est-ce que signifie une alliance pour la Russie? Qu'est-ce que c'est que cette OTSC lorsqu'un des membres est pris dans un conflit et que deux des alliés disent nous on s'en mêle pas, on ne fait rien, et la Russie qui joue sur 2 tableaux. Donc il y a une vraie question, et c'est là à mon avis où Moscou est embêté, c'est finalement est-ce que faire alliance avec Moscou c'est pas plus dangereux qu'autre chose, parce qu'on sait que dans la tradition russe, Moscou n'a pas d'alliés, n'a que des vassaux. Mais sur ce point de fourniture d'armes, Moscou persiste et signe. Il y a une déclaration de Medvedev depuis le 8 avril, justement, en disant mais nous continuerons à vendre à l'Azerbaïdjan parce que si nous ne le faisions pas, d'autres le feraient à notre place. C'est Rogozine aussi qui a déclaré ça. Rogozine, bien avant. Voilà. Damien Sasselin, je suis directeur adjoint à l'Assemblée nationale et secrétaire administratif du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan. J'aurais 2 questions concernant le deuxième pan de votre problématique, donc enjeu global. Après la chute de l'Union soviétique, on avait coutume de dire que cette chute était relativement prévisible en fait, et qu'on avait trop surestimé la puissance soviétique, qui en fait était un géant au pied d'argile. On a l'impression un petit peu là que la Russie a beaucoup de fer au feu. Il y en a de nombreux en Azerbaïdjan, de nombreux en Arménie, quelques-uns en Azerbaïdjan. Mais le fait notamment que, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, le Kazakhstan et la Biélorussie ne sont pas prêts à venir au secours de l'Arménie si l'Azerbaïdjan attaquait l'Arménie, montre qu'un des grands projets poutiniens, l'Union économique eurasiatique, qui tourne avec justement la Biélorussie et le Kazakhstan essentiellement, et puis la petite Arménie. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de soutien
de la part de ces deux pays sur le plan global, géopolitique, à la Russie. Donc est-ce que la puissance russe n'est pas encore une fois surestimée? Bien entendu, c'est une puissance régionale importante, une puissance globale importante, mais le fait qu'elle veuille être active sur de nombreux théâtres d'opération, peut-être ça diminue, compte tenu aussi de la crise économique en interne qu'elle subit, ça réduit sa capacité réelle à agir. Deuxième point, dans un certain nombre de tribunes et d'articles ces derniers jours, il a été évoqué le fait que l'État islamique, des éléments de l'État islamique seraient utilisés par la Turquie et l'Azerbaïdjan dans les derniers affrontements. Vous n'en avez pas du tout parlé. Alors ça paraît relativement surprenant compte tenu du profil religieux de l'Azerbaïdjan, qui est un pays de tradition chiite, mais finalement relativement laïque, manifestement, avec en tout cas certaines craintes par rapport à l'extrémisme religieux. Donc j'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer là-dessus, parce qu'en tant que lecteur en France, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Ça serait extrêmement inquiétant si l'Azerbaïdjan changeait d'attitude vis-à-vis du djihadisme. D'un autre côté, si ce ne sont que des rumeurs, c'est également relativement grave que sous des plumes françaises, on puisse lire ce genre de propos s'ils n'étaient pas vérifiés. Je vous remercie pour vos questions. La première, surestimer la puissance de l'Union soviétique ou maintenant de la Fédération de Russie. Les temps ont changé. La surestimation, elle était réelle du temps où l'Union soviétique venait de disparaître et la Fédération de Russie, sous Yeltsin, essayait de reconstruire quelque chose avec difficulté. Donc là, effectivement, on a peut-être eu le tort de surestimer notamment l'outil militaire à la disposition du pouvoir politique russe à ce moment-là. Je crois qu'il ne faut pas commettre l'erreur de faire le même raisonnement maintenant. Le président Poutine a quand même consacré ses mandats précédents à mener des combats contre ceux qu'il estimait hostiles à la Fédération de Russie, dans le Caucase en particulier, Caucase Nord, pas Caucase Sud, ok. Et d'autre part, depuis maintenant son troisième mandat, il s'est attaché à reconstruire ce qu'il peut des forces armées de la Fédération de Russie. Alors, on peut toujours dauber la vétusté de certains matériels. Toujours est-il que les heures d'entraînement des personnels sont à la hausse, les rotations et la modernisation de matériel sont à la hausse malgré tout, et il a pour cela bénéficié quand même d'une embellie de la rente énergétique quand elle existait, et d'autre part, il a montré sa détermination à propos de la Crimée et du Donbass. Alors là, il faut, je crois, se garder de penser qu'on a affaire à la même Russie affaiblie qu'avant. C'est plus tout à fait le cas. Il ne faut pas tomber non plus dans l'excès contraire, magnifier ce qu'elle peut faire, mais la détermination qui avait fait défaut sous Yeltsin, elle existe maintenant. Ça, c'est ce que je vous répondrai sur la première question. Djihadisme, État islamique, etc. Je ne sais pas plus que vous. Honnêtement, ce dont je me souviens, c'est l'attitude absolument déterminée, vous l'avez mentionné, des autorités azerbaïdjanaises contre tous les séides d'un islam qui ne correspond pas à leur vision d'un islam bien contrôlé par le politique. Et malgré l'accord de l'an dernier sur le nucléaire iranien et le fait que l'Iran est moins maintenant stigmatisé qu'avant internationalement, à Bakou, on reste toujours très attentif au va-et-vient des millions d'Azéris, d'Iraniens d'origine azerbaïdjanaise. Vous savez qu'une des particularités, c'est qu'il y a davantage de population azerbaïdjanaise en Iran, aux alentours de 20-25 millions, qu'il n'y a d'Azerbaïdjanais en Azerbaïdjan, 9 millions. Et donc, ceux qui voyagent, ceux qui historiquement ont pu être tentés par les aventures voulues par Staline là, sur l'Iran soviétique, etc., à Bakou, les services s'en occupent, s'en méfient, et quand ils ont la conviction que des gens font l'aller-retour pour être des vecteurs de désordre, ben, ils les embastillent jusqu'ici. Je ne sais pas si ça continue, mais voilà ce que j'avais comme information.
Alors que la Turquie manipule ça, je n'en sais rien. Ça fait un peu arroseur arrosé s'ils jouent ce jeu-là, parce qu'ils ont aussi le problème de ce côté-là. D'après certaines sources sérieuses, il y aurait entre 300 et 500 individus venant d'Azerbaïdjan chez Daesh. Est-ce qu'ils sont morts sur place? Est-ce qu'ils sont encore en train de se battre? Est-ce qu'ils sont repartis en Turquie? Est-ce qu'ils sont repartis en Azerbaïdjan? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des Azéris qui se battraient du côté de Daesh. Et je ne sais pas s'il y a une implication avec le Karabakh. Ce qui a changé et ce qui fait dire aux Arméniens que Daesh est sur place, c'est que, paraît-il, qu'ils ont enregistré des conversations et que dans les scènes de torture, ce qui ne se faisait pas en 91, 92, 93, 94, et moi je l'ai vu, j'étais là-bas, donc je peux vous le dire, j'ai vu les scènes d'horreur, mais je n'ai pas vu de têtes coupées. En revanche, là, il y a des têtes coupées. Donc c'est ça qui fait dire aux Arméniens que les méthodes rappellent celles de Daesh en Syrie et Irak. Merci Jacques Massé, journaliste. Ces dernières années, les papiers consacrés à l'armée azerbaïdjanaise insistaient sur le soutien très fort en termes de formation, en termes de formation d'état-major, notamment des militaires turcs, de la Turquie. Alors, par rapport aux observations que, monsieur l'ambassadeur, vous faisiez tout à l'heure sur l'aide en formation, très spécialisée, où c'était les snipers, tout ça, quelle est aujourd'hui la part d'influence turque dans le travail de planification de l'état-major azerbaïdjanais, et est-ce qu'il y a des traces précises d'une influence dans la préparation de l'offensive qui a été menée début avril? Vous me croirez, je ne le sais pas. Deux, ce que je sais, c'est les choses suivantes. Le ministre azerbaïdjanais de la Défense actuel, paradoxalement, n'est pas un militaire. C'est un homme des troupes de l'intérieur. Vous savez, ce système soviétique qui faisait cohabiter l'armée rouge et puis Omon. Lui, il est issu des troupes de l'intérieur. Ça c'est le fait avéré. Maintenant, je spécule un peu. Il a probablement dû sa nomination il y a 3 ans et demi maintenant, au fait que, comme général de la police, dans le fond, de ces troupes de l'intérieur, il avait maté, à la satisfaction du pouvoir azerbaïdjanais, des mouvements sociaux dans des villes de province dans les années 2012-13, et il avait eu la main lourde, donc il a été promu. Ceci étant, ce n'est pas un militaire, il n'a pas une formation d'officier supérieur. Voilà. Alors peut-être que cela laisse la place à de possibles conseils à un niveau plus élevé, état-major et peut-être même plus, ministère de la Défense, de conseillers turcs. Ça, c'est pas impossible, mais c'est spéculation. Je peux pas l'attester. Voilà ce que je peux vous répondre. La Turquie et l'Azerbaïdjan ont signé un partenariat stratégique qui stipule notamment l'organisation 2 fois par an de coordination politique, stratégique. Alors, est-ce que ce que vous dites entre dans ce partenariat stratégique? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, et ce n'est pas récent, c'est que l'assistance militaire turque à l'Azerbaïdjan se traduit de différentes manières. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un soutien logistique et de formation donc, de la Turquie au niveau de l'état-major azerbaïdjanais. Si on a au niveau de l'armement, il ne peut qu'y en avoir au niveau du commandement. En tout cas, pour ce qui est des snipers, ils ont leurs instructeurs sur place. Ils sont pas loin de la ligne de contact, ça je pense. Parce qu'il y a des secteurs de la ligne de contact où nous avons constamment demandé à aller. On nous a dit oui, et comme par hasard, au moment où on se mettait en route, c'est tout à fait contrariant, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Je peux faire la même remarque pour la partie, alors, de l'autre côté, territoires occupés par Arméniens et Karabatsi et qui font face à l'Iran. Là aussi, il y a 2 ou 3 ponts qu'on a voulu voir de près. On a toujours pu se mettre en route, et puis on était en vue, et on dit la piste n'est pas en bon état, on ne sait pas si c'est miné. Enfin bref, 2 ou 3 endroits où on n'a pas pu mettre notre nez. Voilà. Attendez. Alors, j'aurais 2 questions assez précises.
Premièrement, j'ai vu il y a quelques jours, les sources arméniennes ont publié les accords de Madrid, enfin en entier. Ils ont fait, comment dire, leaked, donc ils ont fait filtrer pourquoi maintenant. Enfin, le texte entier, bon, vous étiez sûrement au courant, monsieur l'ambassadeur, mais pour le public large, c'était pas le cas. Donc j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, dans différents. Pourquoi est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi maintenant? Deuxième question, ce qui m'intéresse, c'est et j'essaye de creuser dans cette direction, les débats internes en Russie. Au sein à la fois du complexe militaro-industriel, mais aussi de politique, par rapport à l'Azerbaïdjan. Pour la première fois, on voit qu'il y a des vrais débats. Enfin, ces débats ont commencé déjà en 2011, 2012, 2013, mais là, il y a un vrai débat sur est-ce qu'on doit se comporter de la même façon que donc le comportement traditionnel qui est un soutien à l'Arménie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et deux remarques qui ne sont pas des questions. Bon, par rapport à Daesh, je pense qu'il faut faire très attention à ce genre d'informations. L'État azerbaïdjanais, depuis toujours, non seulement Daesh, mais l'islam salafite non militant est extrêmement encadré et je ne vous dis même pas la pression que subissent les familles les familles proches ou lointaines de ceux qui sont partis se battre en Syrie ou en Irak. Je ne vois pas ces gens-là revenir et se battre pour l'État azerbaïdjanais au Karabakh. Enfin, franchement, ça me paraît très, 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 très difficile. Et deuxième remarque, c'est par rapport à la position de la Turquie. Gaïtz avait dit que la Turquie maintenant soutient l'entrée de la Géorgie à l'OTAN. Bon, merci, mais c'est pas... Hein? Oui, non, mais si, ben, non, ils soutiennent. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est absolument pas, ça rend pas service du tout à la Géorgie parce que c'est encore, vu le positionnement actuel de la Turquie au sein de l'OTAN, ça éveille plus de méfiance et la position clé dans ce dossier, c'est l'Allemagne et la France, et aussi les États-Unis maintenant, parce qu'avant les États-Unis soutenaient beaucoup plus activement que maintenant. Donc la Turquie, c'est gentil, mais ça veut dire que ça ne fait pas du tout avancer le dossier. Ils auraient pu être beaucoup plus... s'ils voulaient aider la Géorgie en 2008, ils auraient pu se comporter un petit peu différemment. Bon, maintenant c'est oublié, mais il ne faut pas croire qu'il y a une alliance tout d'un coup forte entre l'Azerbaïdjan, la Turquie et la Géorgie. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais par rapport à... Mes deux questions, c'est Madrid, pourquoi maintenant, et les débats internes en Russie au sujet de l'Azerbaïdjan. Merci pour les questions. Sur le premier point, Madrid, pourquoi maintenant? Bon, je n'ai pas vu le texte publié, et bon, par méfiance peut-être excessive, mais je préfère pas en parler avant de l'avoir lu, parce que c'est bien de dire on publie les textes de Madrid, il faut regarder ligne après ligne ce qui est publié. Et si c'est pas une des X plus énième versions un peu caviardée pour les besoins de la cause. Donc je m'arrête là. Les débats en Russie, il y en a certainement, on ne les connaît pas tous, loin de là. Par contre, ce qui me paraît, peut-être à tort, mais stable dans les positions russes, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même si mon cher collègue disait il n'y a pas de plan Lavrov, voire d'Ipanurge, Moscou n'a pas renoncé, me semble-t-il, même maintenant, à reparler à Bakou de l'intérêt qu'il y aurait pour l'Azerbaïdjan à se rapprocher de l'Union économique eurasiatique, même si ça paraît pas faisable actuellement, si on voit beaucoup d'obstacles déjà mentionnés. Je ne crois pas qu'ils aient renoncé à cette idée, parce que d'abord c'est un projet important pour le troisième mandat du président Poutine, et avec assez de difficultés, aussi parce que, plus largement, dans
l'environnement de cette affaire ukrainienne qui est difficile pour la Russie, même si ça a donné comme résultat la Crimée et le Donbass, sans construction solide de cet ensemble économique eurasiatique, c'est tout le projet du troisième mandat du président Poutine qui risque d'être plus qu'affecté. Donc je ne les vois pas renoncer à ça, même si ça les amène à des contorsions. Mais c'est pour ça que Medvedev a tenu à préciser, nous continuerons à vendre des armes à l'Azerbaïdjan, entre autres. Par rapport à l'islamisation du conflit, donc moi je suis quelqu'un de très prudent, mais les faits restent les faits. Entre 91 et 93, Hekmatyar, donc chef islamiste afghan, a envoyé 1500 à 2000 hommes moudjahidines, donc islamistes, se battre du côté de l'Azerbaïdjan contre le Karabakh. C'est un fait avéré. Et il y a même eu un courrier du président Ter-Petrosyan envoyé à son homologue en Afghanistan à l'époque pour lui demander de cesser. On ne sait pas ce que sont devenus ces gens. Ils sont peut-être morts sur place, ils sont peut-être repartis, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça, c'est un fait avéré. C'était 91-93. Bassaïev aussi s'est battu du côté azerbaïdjanais. Bassaïev, le chef légendaire islamiste tchétchène, s'est battu, c'est connu. Il y a un risque, il y a peut-être un nouveau foyer de tension. Je ne dis pas que c'est forcément les gars de Daesh qui vont aller là-bas, mais il y a un foyer de tension. Et quand on entend le président Aliyev qui dit que finalement les pays du groupe de Minsk, ou même au-delà, adoptent une position islamophobe, donc on confessionnalise le conflit, ce qui n'est pas bon dans la région, et en plus ce qui est faux, puisque Arméniens et Iraniens s'entendent plutôt bien. On sait aussi que Géorgiens et Russes, tous les deux peuples chrétiens orthodoxes ne s'entendent pas, a priori. Donc surtout évitons la dimension religieuse du conflit, même si on ne peut pas ne pas en tenir compte par la force des choses. Pierre Audigier, donc j'ai fait de nombreuses missions en Arménie autour de la centrale de Metsamor. J'en ai profité bien sûr pour aller visiter le Nagorno-Karabakh, le jardin dans la montagne. L'ambassadeur m'avait bien prévenu, si vous y allez, on n'ira pas vous rechercher. Mais enfin, j'y suis allé quand même, parce que c'est un non-territoire, n'est-ce pas, sur le plan international. Effectivement, j'ai constaté la totale déréliction du pays que a décrit l'ambassadeur il y a quelques instants. Alors, une petite remarque, j'ai vraiment l'impression que le rapport des forces est tellement en faveur de l'Azerbaïdjan qu'on voit mal comment la chose peut se terminer pacifiquement au Nagorno-Karabakh. Puis j'avais deux petites questions. Vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, qu'effectivement les Russes s'étaient probablement abstenus de prévenir les Arméniens de la préparation organisée par les Azéris, mais les Américains également avaient des satellites d'observation. Est-ce qu'ils ont essayé de peser dans un sens ou dans un autre sur le conflit? Merci pour votre question, monsieur. Moyen d'information, certes, les Américains en ont, nous aussi. Est-ce qu'on informe les partis? Pour ce qui nous concerne, d'habitude, non. Les États-Unis d'Amérique, je ne crois pas non plus, mais bon, là, je spécule. Mais la différence, c'est que ni Washington ni Paris n'ont avec Yerevan d'alliance stratégique. C'est ça qui fait que, côté russe, il y a là un manque. Ils sont partenaires, non seulement bilatéralement, mais dans le cadre de l'OTSC, et ils n'en ont pas tiré, sur ce plan-là, la conséquence que les Arméniens espéraient. Voilà. Je m'arrêterai là. Sur le reste, je suis assez d'accord avec vous. Moi, ma conclusion était assez pessimiste. On a un conflit qui est dégelé pour un long moment, des violations qui continuent, du cessez-le-feu de 94 ou de Moscou, et surtout, l'attitude des partis au conflit reste renforcée. Pour Bakou, mon territoire est occupé, 20%, disent-ils. Donc je ne fais rien qui facilite l'occupation de mon territoire par l'adversaire, et donc je suis fondé à lui tirer dessus quand je veux, où je veux, et avec les moyens qui sont les miens et que je choisis. C'est ça. Pour Yerevan et Stepanakert, c'est, écoutez, on a un cessez-le-feu, nous défendons ce statu quo, et ensuite on est prêt à négocier. Ces deux positions-là sont renforcées, et pour les
partie au conflit. Tout ça, ça se traduit par quoi? Eh bien, nous faisons, disent-ils, c'est surtout vrai des Azéris, nous faisons du management de crise. Et on va continuer. Voilà. Pour compléter sur le côté américain, les États-Unis ont proposé tout au long de la ligne de contact de mettre en place un système de vidéosurveillance pour analyser, voire déterminer d'où venaient les violations du cessez-le-feu. Donc le département d'État a entériné cette proposition du Congrès américain. Warlick en parle souvent. La France n'est pas contre, d'après ce que je sais de l'ambassadeur Pierre Andrieux, n'est pas contre, plutôt pour même. Tout ce qui peut favoriser la paix, tant mieux. L'Arménie est pour, l'Azerbaïdjan ne veut pas en entendre parler, et la Russie est très, très réservée parce que, le meilleur moyen de surveiller la ligne de front, c'est une force d'observation, essentiellement, donc le déploiement d'un contingent russe. Et d'ailleurs, il y a peut-être un lien entre cette histoire de mécanisme d'investigation et le déclenchement de la guerre des 4 jours. Parce que Aliyev était à Washington donc, la veille, et on sait que Kerry a insisté là-dessus et que ça ne s'est pas très bien passé avec John Kerry. Ça s'est mieux passé avec Biden, mais pas avec Kerry. Et donc, il y a peut-être un lien. Moi, la question que je me pose, et là, c'est pour finir en conclusion, c'est que pour moi, le vrai problème dans cette région, c'est la question de l'altérité. L'autre n'existe pas. Et ça, il faudra arriver, nous, avec nos modes, je dirais, notre raison, notre pragmatisme, notre façon de faire comprendre aux uns et aux autres que tant que vous ne reconnaîtrez pas l'autre dans sa réelle dimension comme votre égal, eh ben, vous serez dans une logique nationaliste et de guerre. Merci. Il nous reste à remercier vraiment chaleureusement nos deux intervenants pour une très riche présentation et un point éclairant sur la situation actuelle. Donc merci beaucoup. Et merci à tous pour votre participation.